Salut! Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce qui est arrivé à Madi Jordan. C'est une histoire assez dramatique, mais je ne vous en dis pas plus, je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. C'est à Wimbledon, le 21 avril 1999, que naît Madi. Elle grandit heureuse, entourée de ses parents Steve et Rachel. Madi a un petit frère, Fabien, dont elle a toujours été très proche. Petite, elle aimait s'occuper de lui, elle lui donnait le biberon, le changeait et plus tard, elle l'aidera à faire ses devoirs. Elle était un peu comme une deuxième maman pour lui. Madi est une jeune fille gentille et aimée de tous. Elle est très attentionnée et ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est s'occuper de ses proches. La famille est très heureuse et soudée. À 13 ans, au collège, Madi va faire la connaissance de celle qu'elle considéra comme sa sœur de cœur. Les deux copines deviennent inséparables et quelques années plus tard, Harley vient rejoindre le duo. Les trois copines sont très proches, elles sortent ensemble, font du shopping, partagent le petit secret. Pour être toujours en contact les unes avec les autres, elles vont créer un groupe de discussion sur une application nommée WhatsApp. Elles se retrouvent quasiment tous les soirs pour débriefer de leur journée. Madi adore la danse, elle en fait depuis qu'elle était petite et c'est sa façon à elle d'exprimer son côté artistique. En grandissant, Madi devient une belle jeune femme appréciée de tous. Ses amis, sa famille, elle est toujours souriante et toujours de bonne humeur. C'est un véritable rayon de soleil. Elle entame les études de marketing, un domaine qui la passionne. Une fois qu'elle obtient le diplôme, elle se fait embaucher dans une entreprise dans laquelle travaille son père. Et son chef de service est un séduisant quarantenaire nommé Benjamin Green. Benjamin est plus âgé que Madi, il a 21 ans de plus qu'elle. Il est dans une famille de 3 enfants. Il est le second de la fratrie. Après le lycée, il continue ses études à l'université de Manchester, où il rencontra celle qui deviendra son épouse. Après avoir obtenu son diplôme, il s'installa à Liverpool. Le couple se marie en 1997 et ensemble, ils auront 3 enfants. Mais 10 ans plus tard, comme beaucoup de personnes, ils vont divorcer. Cependant, il garde de bonnes relations avec la mère de ses enfants qu'il voit d'ailleurs régulièrement. Depuis son divorce, il ne s'est plus réellement posé. Il multiplie les histoires, les conquêtes avec de jeunes jolies femmes. Et d'ailleurs, Madi est tout à fait son genre de femme. En plus d'être jolie, elle est aussi brillante et Benjamin ne tarda pas à tomber sous son charme. Madi aussi trouve son supérieur très séduisant et au fil du temps, les relations professionnelles vont devenir plus personnelles. C'est lors d'une soirée de Noël en 2019, alors que la jeune femme de 20 ans entame une liaison. Au départ, c'est une relation plutôt légère. Ni Madi ni Benjamin ne veulent s'engager dans une relation sérieuse. Madi est claire dès le départ, elle ne cherche pas à se poser sérieusement en couple. Elle est jeune, elle veut profiter de sa jeunesse, elle ne veut pas s'enchaîner dans une vie de couple et elle tient à continuer à sortir avec ses copines. Benjamin a des responsabilités. Il a 3 enfants et Madi n'en a aucune intention de devenir une belle-mère pour ses enfants. Elle ne souhaite d'ailleurs pas les rencontrer. Sur ses réseaux sociaux, aucun d'entre eux ne se présente comme en couple. Elle ne pose pas de photos d'elle et Benjamin également, vice-versa, elle est heureuse dans cette nouvelle relation. Elle en a parlé à ses 2 meilleurs amis, même si elle n'intègre pas Benjamin. Dans son groupe d'amis, ils n'ont pas le même âge, pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Elle sort de son côté et lui de même. Elle est nommée directrice de projet à tout juste 20 ans. Elle perçoit un salaire plutôt confortable. Madi est heureuse. Elle est bien entourée par sa famille et ses amis. Elle s'épanouit dans son travail et elle se sent bien avec Benjamin. Cependant, elle est loin de s'imaginer que ce sentiment de bonheur ne va pas durer. Les mois passent et au fur et à mesure, Benjamin montre un tout autre visage de lui. Le séduiseur, au début, n'était pas dérangé par le fait qu'avec Madi, il n'était pas un couple fusionnel. Chacun faisant sa vie de son côté et il prenait plaisir à se retrouver le soir venu.
Mais après plus d'1 an de relation, contrairement à ses habitudes, il souhaitait plus d'engagement de la part de Madi. Il voulait passer à la vitesse supérieure. Il voyait un avenir avec elle et voulait avoir des projets communs. Il voulait l'intégrer à sa vie, il voulait la présenter à ses enfants, à sa famille. Il voulait qu'elle soit présente pour les moments importants. Elle, de son côté, était satisfaite de la situation. Elle ne voyait pas en Benjamin l'homme de sa vie. Elle était attachée certes à lui, mais elle tenait plus que tout à sa liberté. Elle continuait donc à sortir avec ses copines, à mener la vie d'une jeune femme de tout juste 20 ans. Ces différences de point de vue provoquaient de plus en plus de discussions et de disputes au sein du couple. Il se sentait rejeté, comme si elle avait honte de lui. Elle ne l'invitait jamais aux événements familiaux et amicaux auxquels elle participait. Benjamin semblait perdre de plus en plus confiance en lui dans cette relation. Il se montrait de plus en plus jaloux et possessif. Il surveillait son téléphone dès qu'il le pouvait, dès qu'elle recevait une notification ou un message. Il voulait sortir avec elle, marcher en pleine rue à ses côtés. Il voulait qu'elle lui fasse une place plus importante dans sa vie. Malheureusement, l'atmosphère se faisait de plus en plus pesante au sein du couple. Madi commençait à souffrir de la situation. Elle se sentait étouffée par Benjamin. D'ailleurs, elle en a parlé à ses copines. Elle était dans les hésitations, elle aimait bien passer de bons moments, mais lui faisait de plus en plus de scènes de jalousie, de reproches pour tout et n'importe quoi. Madi, elle avait un rêve, elle avait toujours voulu acheter sa propre maison. À présent, elle travaillait, elle gagnait bien sa vie. Et en plus de cela, Benjamin lui aussi envisageait de déménager et va lui faire une proposition. Il lui proposa d'acheter une maison ensemble, ce que Madi va refuser car ce n'était absolument pas ce qu'elle avait envisagé. Elle voulait acheter son premier bien immobilier seule. Benjamin fut certainement peiné par ce refus et dans la foulée, il fut construit seul une maison hyper moderne dans un quartier résidentiel tranquille. Il avait quitté son logement et il se trouvait seul sans logement pendant la durée des travaux. La jeune femme lui proposa de l'héberger durant toute la durée des travaux et c'est ce qu'il accepta volontiers. Et il va s'installer chez les parents de Madi pour 6 mois. La cohabitation se passa bien. Les parents avaient mis leurs préjugés de côté si leur fille était heureuse dans cette relation. C'était pour eux le plus important. Benjamin et Steve, qui se côtoyaient uniquement dans le cadre professionnel, apprit à faire connaissance et ils s'entendaient plutôt bien. J'imagine que Benjamin espérait que ce séjour dans la famille de Madi va leur permettre de se rapprocher. Seulement, entre ses désirs et la réalité, il y avait un gouffre. Une fois que la maison de Benjamin fut finie, il va y aménager. Mais alors qu'il avait espéré que Madi s'installe avec lui dans cette nouvelle maison, elle, de son côté, reste à vivre chez ses parents. Et en ce mois d'août 2021, elle continua toujours à faire ses projets de son côté sans l'inclure. Avec ses parents, ils avaient prévu de partir en vacances en famille en Jamaïque, mais là encore sans Benjamin, chose qui ne prit pas très bien. Il se sentait mis à l'écart, rejeté par la jeune fille. Il aurait certainement espéré, après avoir vécu avec eux plus de 6 mois, qu'elle lui propose de se joindre au voyage. Il était tellement triste, énervé, extrêmement déçu et à son tour, il partit passer un week-end chez son frère afin de se changer les idées. Sa belle-sœur se rendit tout de suite comme si quelque chose n'allait pas. Il n'était pas bien, il était ailleurs. D'ailleurs, il ne parlait même pas de Madi. Il leur même dit qu'il prévoyait de partir tout seul en vacances. Le 24 août 2021, comme elles en avaient l'habitude, les 3 copines organisaient un rendez-vous téléphonique sur WhatsApp. Madi en avait marre. Elle sentait qu'elle ne pouvait pas lui donner plus que ce qu'elle lui donnait déjà. Au cours de la discussion, elle prit la décision de stopper cette histoire qui devenait de plus en plus toxique. Tous les deux n'étaient pas la même longueur d'onde. Ils n'avaient pas les mêmes projets d'avenir, la même vision. Il était temps de mettre fin à cette relation. Madi savait que ce serait certainement un moment douloureux, mais c'était nécessaire.
Le lendemain, le 25 août 2021, Maddy était décidée à mettre un terme à sa relation avec Benjamin. Elle ne pouvait pas, après plus d'un an et demi de relation, lui annoncer la nouvelle au téléphone ou par message. Elle se devait de lui dire les choses en face. Elle avait donc prévu de se rendre chez lui le soir même après le travail pour lui annoncer la nouvelle. Elle était stressée à l'idée de cette confrontation. Elle ne savait pas comment il allait réagir. À 15 heures, elle envoya un message à ses amis pour leur dire à quel point elle était nerveuse pour aller lui annoncer la rupture. Celles-ci vont l'encourager, c'était le mieux qu'il y avait à faire. 2 heures plus tard, elle avait enfin fini sa journée. Elle prit donc son courage à deux mains et se dirige vers Catherine, là où habitait Benjamin. Alors qu'elle était presque arrivée, elle envoya un message à ses copines en leur disant « Si dans 1 heure vous n'avez pas de mes nouvelles, appelez-moi ». 1 minute plus tard, elle envoya un second message dans lequel elle disait qu'elle les aimait. Les minutes passèrent et au bout d'1 heure, ses amis n'avaient aucune nouvelle de Maddy. Elles essayaient de la joindre sur son téléphone, mais elle ne répondait pas. Elles attendent encore un peu, mais elle restait injoignable. Alors qu'elles avaient prévu le soir même de se retrouver pour un appel de groupe afin de prendre ses nouvelles et pour qu'elle leur explique au moins comment les choses s'étaient passées. Mais Maddy ne donnait aucune nouvelle d'appel, son téléphone sonnait dans le vide. Ses amies étaient de plus en plus inquiètes. Depuis plusieurs heures, elles essayaient de la joindre sur son téléphone, mais en vain. Elles étaient si inquiètes que l'une d'elles décida de contacter Benjamin sur son téléphone portable. Mais celui-ci ne répondit pas. Cette nuit-là, Abby et Carly passent une très mauvaise nuit. Elle s'inquiétait pour elle. Elle ne comprenait pas pourquoi elle restait injoignable. Ce n'était absolument pas dans ses habitudes d'agir ainsi. Le lendemain matin, Abby décida de contacter la mère de Maddy pour savoir si elle savait où elle se trouvait. Rachel fut très surprise par cet appel. Le soir, n'ayant pas vu sa fille rentrer, elle avait consulté le système de géolocalisation qu'elle avait sur son téléphone portable et elle avait vu qu'elle était chez son petit ami. Et elle ne s'était donc pas plus inquiétée que cela. Mais Abby lui a appris que le soir précédent, Maddy s'était rendue chez Benjamin pour mettre fin à la relation et depuis, elle était injoignable. Sa mère, qui ne savait pas que sa fille allait rompre avec Benjamin, dès qu'elle raccrocha le téléphone, elle appela le bureau de sa fille et c'est avec effroi qu'elle a appris que ce matin-là, sa fille ne s'était pas présentée à son travail alors qu'elle avait une réunion importante. L'inquiétude monte d'un cran. Maddy était une fille sérieuse, très consciencieuse. Elle n'aurait jamais manqué une réunion importante sans raison et surtout sans prévenir. Au travail de Benjamin, ses collègues étaient aussi inquiets. Il ne s'était pas présenté ce matin-là à son travail et surtout lui aussi était injoignable. Un ami à lui se rendit donc au domicile pour voir si tout allait bien. Là-bas, il frappa plusieurs fois à la porte, mais personne ne répondit. Il repartit du côté de la famille et des amis de Maddy. L'inquiétude était à son comble. Ses parents décidèrent alors de signaler la disparition de leur fille. Ils expliquaient aux policiers que le soir précédent, leur fille s'était rendue chez son petit ami pour rompre. Depuis, ils n'avaient aucune nouvelle d'elle. À 13h30, une équipe de police se rendit chez Benjamin pour voir ce qui se passe. Lorsqu'ils arrivent, il frappa plusieurs fois à la porte, mais personne ne répondit. Ils vont décider donc de l'enfoncer. Quand ils pénètrent dans la maison, ils vont découvrir avec horreur dans la cuisine Benjamin au sol dans une mare de sang. Il avait une blessure au cou et avait un couteau de cuisine près de sa tête. En inspectant la maison, ils trouvaient dans la chambre le corps de Maddy. Elle était allongée sur le côté gauche du lit. Elle avait 3 blessures à lame blanche à côté de son corps. Que s'était donc-il passé? Les premières constatations révèlent qu'il n'y avait aucune trace de lutte, aucune trace d'effraction. Toutes les portes, les fenêtres étaient fermées, sauf la porte de derrière, ce qui écarte donc l'hypothèse d'un intrus dans la maison. Après ces horribles découvertes, les policiers commencent leur enquête. Ils passèrent la voiture et la maison de Benjamin au peigne fin. Les autopsies révèlent que Maddy avait reçu 3 coups de couteau.
l'un à l'épaule gauche et 2 dans la poitrine et ne s'est donc pas défendue. Elle n'avait pas de blessure défensive et elle n'était pas morte instantanément. Elle avait agonisé quelques minutes, mais ils ne purent pas déterminer combien de temps exactement. Dans l'une de ses blessures, ils retrouvaient l'âme du couteau, ce qui témoigne de la violence des coups. Benjamin, lui, avait la veine jugulaire sectionnée ainsi que plusieurs plaies superficielles au poignet. L'analyse toxicologique révéla qu'il y avait une petite quantité d'alcool dans le sang. Les autopsies, les constatations sur place, les enquêteurs arrivent à la conclusion que Benjamin avait assassiné Maddie. Il avait nettoyé la scène de crime et ensuite il s'était donné la mort. Personne d'autre ne semblait être impliqué dans cette affaire. Ce terrible drame plongeant la famille, les amis de Maddie dans l'incompréhension la plus totale. Ses amis savaient que Benjamin avait pu se montrer possessif, voulant savoir où elle était, avec qui elle sortait, mais n'avait jamais fait preuve d'agressivité. Il ne s'était jamais montré violent avec elle. Ses parents, eux, étaient totalement sur le choc, d'autant plus que Benjamin a vécu chez eux pendant plus de 6 mois. Son père, à cette occasion, avait sympathisé avec lui et n'avait jamais vu de signes de violence domestique. Du côté des proches de Benjamin, c'était aussi le choc et l'incompréhension totale. Il laissait derrière lui 3 enfants. Son ex-femme, en apprenant la nouvelle, fut particulièrement bouleversée. Elle avait vécu avec lui plus de 10 ans et selon elle, il n'aurait jamais pu faire du mal à une mouche. L'audience préliminaire devait avoir lieu le 13 janvier 2022, mais elle fut finalement reportée au 7 juillet. Toutes les preuves furent présentées et ils en arrivent à la conclusion que Benjamin avait tué Maddie car elle voulait rompre avec lui et ensuite il avait mis fin à ses jours. Les familles de Maddie et Benjamin étaient toutes les deux présentes à cette audience. Et c'est ainsi que notre affaire se termine ici. Je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Salut! Sans plus tarder, je vous invite à vous installer confortablement car la triste histoire de Sarah Ludemann commence maintenant. Sarah Ludemann est née le 7 septembre 1990. C'est ce qu'on peut appeler un enfant miracle car ses parents ont mis énormément de temps pour réussir à l'avoir. Ils ont mis environ 16 ans. Son père Charlie est un chauffeur de taxi et sa mère est une infirmière en chirurgie. Alors Sarah passe beaucoup de temps avec son papa dans son taxi et ils partagent les mêmes passions comme le karaté et la musique country. Ensemble, ils vont voir des concerts, notamment celui de Kiss Urban, et ils vont aussi également très souvent voir des matchs de baseball ensemble. Alors Sarah, c'est une jeune adolescente qui aime danser, elle aime bien se prendre pour Britney Spears et elle adore inventer des chorégraphies. Sarah est un peu en surpoids, elle manque de confiance en elle, elle n'a pas encore de petits copains. Comme la plupart des jeunes filles de son âge, elle adore les animaux et elle rêve de devenir vétérinaire. Aussi, elle s'inscrit dans une école de médecine vétérinaire qui se trouve à plus d'1 heure de chez elle. À l'été 2008, avec une copine, Sarah a pour l'habitude de se rendre au cinéma puis aller manger un petit bout. Un jour, alors que les 2 jeunes filles étaient au restaurant Keep Field, elle va rencontrer un jeune homme. Ce jeune homme travaille dans le restaurant. Ce jour-là, il était en pause, en train de fumer une cigarette lorsqu'il tomba sur Sarah. Très rapidement, il entama la conversation et tout de suite, le courant va passer. Et ce jeune homme s'appelle Josh Camacho. Josh Camacho est un grand métis de 19 ans. Sa mère est originaire de la République dominicaine et son père est originaire de New York. Josh est en dernière année au lycée
Et durant ses vacances scolaires, il travaille dans ce même restaurant depuis ses 17 ans. Josh entretient une image de bad boy, il aime se prendre en photo en fumant de l'herbe. Cette image de bad boy plaît à beaucoup de filles jusqu'à ce qu'il ait un certain succès avec les femmes. Donc durant tout l'été, Josh et Sarah vont entretenir une relation amoureuse et à l'approche de la rentrée, Sarah va annoncer à ses parents qu'elle ne veut plus continuer ses études de vétérinaire et qu'elle préfère s'inscrire au même lycée où étudie Josh. Ses parents sont déçus, ne sont pas tout à fait d'accord avec sa décision, mais quand même ils vont l'accepter. À la rentrée, c'est la douche froide. Sarah se rend rapidement compte que Josh ne lui porte aucune attention et même lorsqu'ils se croisent dans les couloirs, aucune affection, aucun regard. Il refuse de l'embrasser, il refuse même de marcher à côté d'elle. Mais Sarah est folle amoureuse de Josh, c'est son premier petit copain et petit à petit, son comportement va changer. Dans un premier temps, elle va commencer à changer son style vestimentaire parce que Josh est un garçon plutôt jaloux. Elle va troquer ses jupes, ses shorts pour des pantalons. Elle va même demander à son père de lui acheter un pitbull. Bien évidemment, c'est pas parce qu'on a un pitbull quand on est voyou et forcément on est un délinquant. Mais ça nous montre bien l'influence que Josh pouvait avoir sur Sarah. D'un autre côté, elle n'est pas connue des services de police, mais elle va avoir affaire à eux. À plusieurs reprises, 6 fois en 6 mois, c'est quand même rien. Donc, une fois parce qu'elle s'était disputée avec Josh, donc Josh pouvait être assez impulsif et violent envers Sarah. Et un autre jour, lors d'une dispute, il va l'attraper au visage. Donc, les parents de Sarah ne vont pas du tout apprécier la situation. Ils vont vouloir porter plainte, mais Sarah va réussir à les dissuader. Et une deuxième fois, elle va avoir affaire à la police parce qu'elle s'est battue avec une autre femme sur un parking. Et cette autre femme, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'ex-copine de Josh, la mère de son enfant. Donc, du côté des parents de Sarah, ils vont assez rapidement être inquiets de la relation de Josh avec leur fille. Ils voient que leur fille est en train de changer. Ils voient que l'influence de Josh n'est pas la meilleure influence pour leur fille. Et son père va demander même à rencontrer ce fameux Josh pour avoir un œil sur lui et bien évidemment connaître le petit ami de sa fille. En effet, Josh est déjà père d'un enfant avec une autre femme, la femme avec qui Sarah s'était bagarrée sur le parking. Mais Josh fume également du cannabis, il se prend en photo avec des armes à feu et tout ça ne va pas rassurer les parents de Sarah. Cet été-là, en 2008, lors d'une soirée, Josh tombe par hasard sur une ancienne camarade de classe, une certaine Rachel. Alors Rachel et Josh étaient ensemble à l'école primaire. Rachel est une belle jeune fille de 18 ans, elle a beaucoup de succès avec les garçons. Et Rachel et Josh vont commencer à entretenir une relation au moment de leur rencontre. Rachel a 18 ans, comme Rachel est née, c'était une enfant heureuse, elle aimait beaucoup les princesses Disney, elle était joyeuse et extravertie. Elle avait beaucoup d'amis, c'était la jolie fille à qui toutes les autres veulent ressembler. Et les garçons rêvaient d'être avec elle. À l'adolescence, lorsqu'elle commence à s'intéresser aux garçons, les choses vont se compliquer. Elle pense plus à sortir avec ses amis qu'à travailler. Les premiers conflits éclatent avec ses parents. Elle refuse les règles que lui imposent ses parents, notamment le couvre-feu. Elle veut rester dehors toute la nuit, donc souvent la nuit, elle fugue pour aller se retrouver chez des garçons. Alors, bien évidemment, à la maison, les conflits avec ses parents intensifient et un jour, la police est appelée car suite à une dispute avec sa mère, Rachel va attraper un couteau dans la cuisine et elle va aller s'enfermer dans la salle de bain. Sa mère inquiète va appeler la police qui va intervenir. À 15 ans, la police la retrouve sur un parking avec un jeune homme de 19 ans. Donc, je vous précise au passage que ce jeune homme de 19 ans, par la suite, était accusé d'agression sexuelle. Selon sa mère, lorsqu'elle a commencé à fréquenter des garçons, des choses ont commencé à changer. Lorsqu'elle prenait un garçon pour cible, elle était prête à tout pour le séduire. Comme bien souvent, elle n'avait pas du mal à le séduire parce qu'elle était plutôt séduisante. Lorsqu'elle était parvenue à ses fins, elle faisait tout pour ne pas le laisser partir.
De cette façon, en fait, toutes ces histoires amoureuses se terminent mal. Lors de sa deuxième année au lycée, elle s'était enfuie de chez elle à 14 reprises et finalement, elle a abandonné l'école pour partir travailler. Quelque temps dans un refuge pour chiens. Un mois avant son 17e anniversaire, elle s'était enfuie pour vivre avec son petit copain. Mais la relation va être assez houleuse et la police interviendra plusieurs fois chez lui. Elle trouva en parallèle un emploi chez Applebee, ce qui lui permettra d'avoir un salaire et certaine autonomie. Ainsi, au moment où Rachel rencontra George, elle vivait déjà chez elle. Elle avait son propre appartement. Du coup, George venait passer la nuit avec elle. Il venait assez souvent jusqu'à ce qu'elle commence à s'attacher à lui. Elle savait que George était volage et c'est la raison pour laquelle ils se disputaient souvent et se séparaient. Mais comme pour ses précédentes relations, Rachel refusa donc de le laisser. George fréquentait Sarah et Rachel en même temps, mais il continuait également à fréquenter la mère de son enfant. Rachel et Sarah se connaissaient de vue parce qu'elles avaient fréquenté le même lycée. Mais George disait à chacune que l'autre était son ex. C'était facile pour lui parce que Rachel avait son propre appartement et Sarah vivait encore chez ses parents. Du coup, ils se voyaient qu'en journée. Mais lorsque Sarah rentrait chez elle le soir après le couvre-feu, il rejoignait Rachel qui venait de finir son service au restaurant dans son appartement pour passer la nuit. Un jour, Sarah va décider de poster une photo sur MySpace. Et lorsque Rachel va découvrir cela, elle va juste envoyer un message à Josh. Et elle va tout faire pour trouver le numéro de Sarah. Elle va commencer à lui laisser des messages menaçants. Sarah et ses amis vont se rendre dans le restaurant où elle travaille et là, ils vont tout faire pour perturber son service. Ils vont tenter de faire tomber son plateau, ils vont l'accuser d'avoir craché dans leur assiette un soir alors qu'il y avait une soirée karaoké organisée dans le restaurant où travaille Rachel. Sarah et ses amis vont monter sur scène. Ils vont choisir une chanson intitulée Fred Girl. Et là, ils vont chanter toute la chanson en regardant Rachel droit dans les yeux et en rigolant. Sarah et ses copines avaient pris pour habitude d'intimider Rachel. Lorsque Sarah passait devant chez Rachel et criait des insultes, et Rachel de son côté continuait à laisser des messages menaçants sur le téléphone de Sarah. Alors Sarah va se plaindre de harcèlement de la part de Rachel. Elle va l'accuser de l'avoir appelée 200 fois en 2 heures. De son côté, Rachel va porter plainte contre Sarah car elle dit que Sarah l'a agressée une fois lorsqu'elle rentrait chez elle après son service. Alors, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que la police et les parents n'ont pas mesuré la gravité de la situation. Ils ont mis ça sur le compte d'une amourette d'adolescent. Et ils pensaient que les choses allaient se calmer, mais les choses ne vont pas se calmer. Elles ont même dégénéré. Alors, George était au courant de la guerre de ces deux jeunes filles. Lui n'a rien fait non plus pour apaiser les choses. Au contraire, il était plutôt flatté que les filles se battent pour lui et encourageait même la situation en leur disant « Bah, si vous m'aimez, vous devez vous battre pour moi ». En ne comprenant pas bien pourquoi les deux jeunes filles n'ont pas réussi à quitter George ou bien le mensonge, les responsabilités, c'est comme si elles étaient aveuglées par l'amour qu'elles lui portaient et qu'elles étaient prêtes à tout pour le garder. Des mois après, la guerre va se livrer entre les deux jeunes femmes, va faire monter la haine jusqu'à atteindre son paroxysme. Le 14 avril 2009, Sarah et George étaient en dispute depuis près de 2 semaines, notamment à cause des tensions qu'il y avait entre les deux jeunes femmes. Son père dira qu'à cette période, Sarah était extrêmement triste et qu'elle pleurait tous les soirs. Elle avait perdu beaucoup de poids. Ce jour-là, Sarah envoie un premier message à George pour lui faire part de sa frustration quant à la relation. En tout, elle va lui envoyer 3 messages qui resteront sans réponse. Pendant ce temps-là, George avait prévu de passer la soirée avec Rachel et vers 17h, il va envoyer un message à Sarah en lui demandant de prendre des films et de le rejoindre chez sa sœur. Il envoie également un message à Rachel pour annuler sa soirée avec elle. Sarah est donc ravie et va décider donc d'aller
se rendre chez la sœur de Josh. Sur le chemin, elle tomba sur Rachel qui promenait son chien. Elle ne va pas hésiter, elle ouvre sa fenêtre et se met à klaxonner en lui criant dessus. Rachel eut peur, elle va vite rentrer chez elle. Et là, elle a décidé d'appeler un certain Javier qui va même lui proposer de venir se réfugier chez lui. Avant de partir, elle saisit un couteau dans la cuisine et qu'elle va glisser dans son sac. Durant cette fin de journée, Sarah et Josh vont regarder des films et ils vont jouer aux jeux vidéo jusqu'à environ 23 heures, l'heure du couvre-feu. Rachel, sur le chemin pour se rendre chez Javier, en passant devant chez la sœur de Josh, va envoyer un message à Josh en lui disant qu'elle sait très bien pourquoi il a annulé leur rendez-vous, qu'il est sûrement avec Sarah. Donc Josh va lui répondre « Oui, c'est vrai, je ne t'aime plus. Qu'est-ce que tu fais encore dans la rue à cette heure-ci? Rentre chez toi. » Rachel, folle de rage, va retourner à la voiture de Sarah en criant pour essayer de la faire sortir. Mais Sarah n'est pas sortie car elle était déjà en retard pour rentrer chez elle. Sarah est inquiète, elle a peur que Rachel ne revienne une fois qu'elle est rentrée chez elle. Le coup de feu approche, elle décide donc de prendre la voiture pour rentrer à la maison. Mais avant de rentrer, la sœur de Josh lui demande de faire un saut au McDo pour qu'il puisse acheter à manger. Sarah accepte donc. Sur le chemin, il tombe sur une connaissance qui leur dit qu'il a vu Rachel devant chez Javier. Sarah décide donc de se rendre chez Javier pour en découdre avec Rachel une bonne fois pour toutes. Sur le chemin, Sarah reçoit un appel de Rachel qui lui dit « Je vais te tuer toi et ton petit copain ». Lorsque Sarah arrive devant chez Javier, Rachel et lui étaient déjà devant la maison. Et tranquillement, Sarah a arrêté la voiture. Elle va courir vers Rachel et celle-ci aussi va s'avancer vers elle. Les deux jeunes filles se retrouvent face à face et le premier coup part. La bagarre dure quelques instants, coups de pied, coups de poing, cheveux tirés et à un moment donné, Sarah tombe sur le sol. Elle vient de recevoir 2 coups de couteau dans la poitrine. Rachel va retourner devant la maison de Javier et elle va jeter le couteau sur le toit des voisins et elle va s'asseoir pour fumer une cigarette. Les secours sont aussitôt prévenus, mais malheureusement, Sarah ne survivra pas. Lorsque la police arrive, ils amènent Rachel pour l'interroger. Donc là, elle racontera qu'elle avait peur parce qu'elle pensait que Sarah et ses amis allaient s'en prendre à elle et que c'est la raison pour laquelle elle a pris un couteau avec elle. Et c'est en garde à vue qu'elle apprendra la mort de Sarah. Rachel est accusée du meurtre au second degré et lors du procès, le procureur présentera Rachel comme une ex-jalouse qui était prête à tout pour récupérer son petit ami. Elle aurait donc profité de la situation pour éliminer sa rivale. Plusieurs preuves vont aller dans ce sens. Alors les témoins diront l'avoir vue jeter le couteau sur le toit de la maison des voisins, ce qui vient à prouver qu'elle avait bien conscience que ce qu'elle faisait était mal et qu'elle ne voulait pas se faire prendre avec le couteau dans les mains. Il y a également de nombreux messages vocaux que Rachel a laissés sur le téléphone de Sarah et dans lesquels elle a menacé de la tuer. La défense dira que Rachel avait peur. En effet, Sarah n'était pas venue pour discuter. Elle était visiblement venue pour en découdre. Ils insisteront sur le fait que Sarah était beaucoup plus grande et costaud que Rachel qui était beaucoup plus fine et menue. Et ils insisteront également sur le fait que Sarah n'était pas seule, qu'ils étaient à plusieurs. Le 23 juillet 2010, Rachel sera reconnue coupable du meurtre au second degré. Elle sera condamnée à une peine de 27 ans de prison. Pour les parents de Sarah, la peine est beaucoup trop clémente. Ils ont perdu leur fille et ils auraient aimé que Rachel prenne la perpétuité. C'est ainsi que notre histoire se finit ici. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo.